Bien, rebonjour à toutes et à tous. C'est notre dernière table ronde de cette magnifique journée sur l'intermodalité et connectivité, les territoires que nous voulons. Ça veut dire que c'est une table ronde autour des desiderata et des attentes et des nécessités des populations et des territoires. C'est aussi une table ronde sur les finalités, quelque part, de tout cet écosystème du transport aérien dont nous avons parlé tant de fois aujourd'hui et de façon approfondie. Pour intervenir dans cette table ronde, nous sommes ravis d'accueillir Laurent Castaignède, qui est ingénieur et consultant, mais aussi auteur du livre Hervor ou la face obscure des transports. Simon Dréchel, le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Marie Récal, conseillère métropolitaine ici à Bordeaux Métropole. Marc Rocher, le président, notamment le président d'Air Caraïbes, et puis Pierre Velay, le président de New and Next Consulting. Nous aurons 3 séquences dans cette table ronde et nous allons commencer par, en quelque sorte, travailler sur l'offre de transport et faire un état des lieux rapide des territoires et des réseaux qui sont donc offerts aux populations. Simon Dréchel, l'offre de réseau vers l'aéroport, mais aussi l'accès à l'international ou à l'ensemble du territoire national. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'on vient de vivre une période assez terrible dans le monde aéroportuaire au sens large, et puis plus spécifiquement là au territoire bordelais. Une crise multiple, crise d'image, une crise de l'image de l'aérien, une crise économique, une crise sanitaire. Donc clairement les cartes ont été rebattues. Et le rôle de l'aéroport de Bordeaux, il doit être pensé d'une manière bien spécifique, il doit être pensé au service de son territoire. Et donc c'est comme ça que l'aéroport cherche à opérer aussi sa mutation au sortir de ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire comment aujourd'hui un aéroport peut être au service de son territoire. Alors il a énormément de clients, un aéroport, il a effectivement les passagers qui utilisent l'aéroport, il a les compagnies aériennes qui sont des clients, il a des services de l'État qu'on peut considérer comme des clients, il a des industriels qui sont basés, bref, énormément d'activités différentes. Et au sortir de cette période qui a été si particulière, je pense que ce qui doit nous animer, nous, aéroports, sur un territoire comme celui qui est le nôtre, qui est si dynamique, c'est de se poser la question comment on se rend au service de tous nos clients. On n'a pas un unique client, et bien que les compagnies aériennes et les passagers ce soient nos fondamentaux, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qui va nous animer dans les mois, dans les années à venir. On doit les servir et les servir correctement. Je pense que l'aéroport, il doit être au service de ce territoire, et c'est ce qu'on s'attelle à faire aujourd'hui, c'est de penser notre stratégie au service de toutes ces activités qui utilisent aujourd'hui l'aéroport de Bordeaux. Merci beaucoup. Laurent Castaignède, sur cette offre de réseau, de transport qui est très diversifiée. Donc on a à la fois une concurrence modale, mais aussi de l'intermodalité, une alternative pour les passagers des différents modes de transport. Il y a aussi la question que vous aimez évoquer sur l'hypermobilité. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ces points-là ? De manière très synthétique. De manière très synthétique, vous avez... Oui, donc c'est beaucoup de questions, des questions vraiment fondamentales que vous avez posées. Déjà, un premier point, si on prenait du recul, parce que Mars, c'est un peu à la mode, et si vous étiez un Martien et que vous promenez un petit peu dans l'espace et que vous regardez la Terre, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? C'est une vaste fourmilière, en fait, grosso modo. Il y a une centaine d'années, un poète écrivait que nous étions, déjà il y a 100 ans, le quartier des agités, en fait. C'est-à-dire, si vous survolez la Terre, vous voyez, évidemment des avions, mais aussi plein de voitures, des navires, ça bouge dans tous les sens, on est vraiment atteint d'une pandémie de bougeotte, au-delà du virus. Donc ça, c'est peut-être le constat de départ, c'est est-ce qu'on n'est pas dans un certain excès, et justement l'impact environnemental est peut-être là pour nous dire qu'on a peut-être de la bougeotte de manière excessive, l'avion étant un des moyens parmi d'autres. En termes de concurrence entre les moyens, il ne faut pas oublier que la concurrence, elle se joue d'abord sur le temps de trajet. C'est quelque chose qu'on a du mal à prendre en compte, de se dire que l'avion, il est tellement rapide qu'il permet en quelques heures de franchir beaucoup de distances. Et ça, c'est quelque chose qui est important à se rendre compte, surtout à l'heure où l'avion est surtout un loisir aujourd'hui pour la majorité des passagers. Et à ce moment-là, ils se donnent un temps de parcours, ils vont quelque part, et l'avion permet de faire beaucoup de kilomètres, ce qui est à la fois un bien et aussi quelque part un mal quand on voit l'addition en fait de tous les kilomètres.
Et enfin, et donc ce qui signifie que l'intermodalité, si on commence à parler de fluidité, par exemple, on va parler d'accélération. Et l'accélération derrière, on sait depuis une centaine d'années, c'est pas que vrai que pour l'aérien, que l'accélération, l'augmentation de la vitesse conduit à augmenter les distances de transport et les fréquences. Donc en fait, c'est à l'heure de croire que simplement en fluidifiant, que ce soit l'avion ou autre chose, on va baisser l'impact environnemental, attention. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est ce matin, j'ai beaucoup entendu la critique de l'aérobashing. Mais ce que j'ai aussi entendu, c'est beaucoup de bâtons qui ont été donnés pour justement que l'aérien se fasse battre. Et les deux bâtons que j'ai vus, donc je voulais simplement le signaler peut-être avec mon regard extérieur, c'est le fait qu'effectivement on met en avant le fait du progrès technique depuis une cinquantaine d'années, notamment en termes de consommation, et qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait on a diminué par 3/4 à 80% l'impact unitaire d'un avion, et on dit voilà l'impact environnemental, on laisse croire qu'il baisse. Or, c'est faux. C'est simplement un mensonge parce qu'en fait, le trafic, il a beaucoup plus augmenté que n'a baissé l'impact unitaire. Pour rappel, alors l'impact unitaire, 75-80% depuis 50 ans. Je rappelle que si on recule de 10 ans, le passage des hélices aux avions à réaction a quand même multiplié par 2 la consommation unitaire. Bon, ça reste un solde positif, mais de 1950 à 98, le trafic aérien, il a fait x100. Et de 98 à 2019, x3 encore. Donc en fait, là où on a 80% de baisse, en face, on a 50 fois plus, 100 fois plus de trafic. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais autant consommé de kérosène chaque année jusqu'à 2019. Donc ne pas laisser croire, je pense que l'aviation doit avouer que son impact jusqu'à 2019 n'arrêtait pas d'augmenter. C'est pas un drame non plus, mais ne laisser croire que le progrès technique n'a fait que le baisser, c'est juste un mensonge, et je pense qu'il faut que l'aviation reconnaisse ça. Et le deuxième et dernier point qui me paraît important, c'est que j'ai entendu plusieurs fois ce matin, l'aviation, ce n'est que 2% du CO2, 2,5% du CO2 mondial. Mais en fait, il faut quand même, tout le monde le sait aujourd'hui, que l'impact de l'aérien, c'est entre 5 et 6%, parce qu'il y a aussi les traînées de condensation, les traînées blanches que vous voyez dans le ciel avec les gaz qu'elles emportent avec. Et je pense que l'aviation aurait tout intérêt à reconnaître, simplement, voilà, son impact, c'est quelque part mondialement entre 5 et 6%. Dire 2%, c'est prêter le flanc à des gens qui vont dire, regardez, ils disent n'importe quoi, donc derrière de l'aviation bashing, etc. Donc voilà, c'était juste si j'avais 2 conseils à vous donner, c'était cela en termes de communication. Merci Laurent. Donc Pierre Velay, néanmoins, depuis plusieurs années, on peut penser que le transport aérien a fait beaucoup d'efforts. Alors, vous allez être surpris par ce que je vais dire, parce que je ne suis pas complètement en désaccord avec ce qui vient d'être dit, donc ça commence déjà comme ça. La première chose, c'est le réalisme des données. Moi, j'étais élève ingénieur à l'Institut du pétrole, et à l'Institut du pétrole, à cette époque, on nous disait déjà, dans 4 ans, il n'y aura plus d'énergie fossile. Donc ça permettait d'être sensible. L'autre chose, c'est que déjà à l'époque, la pile à combustible était dans les coffres de Technip. Et ça a été complètement mis au bout du coffre et on n'y a pas touché parce que le lobby pétrolier. Donc c'est vrai que ces phénomènes existent depuis longtemps. Moi, depuis que j'ai été en charge de la flotte d'Air France KLM, donc depuis 25 ans maintenant, je n'ai cessé de faire pression sur les motoristes et les avionneurs pour qu'on puisse moins consommer. Ça ne veut pas dire dans l'absolu moins produire, mais moins consommer. Et moins consommer pour des tas de raisons. La première, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, il fallait baisser les coûts. Mais quand il s'agissait de baisser les coûts et d'avoir un moins dépensé pour la constitution des coûts d'exploitation, la priorité à l'époque était sur le long courrier, parce qu'on échangeait de la baisse de consommation contre la capacité du rayon d'action. Le moyen courrier n'était pas dans la boucle. Le moyen courrier, à l'époque, la sensibilité, c'était comment réduire les coûts des moteurs et d'entretien des moteurs, puisque plus le cycle est court, plus le coût d'entretien à l'heure de vol est élevé. Donc c'était la lutte technologique, c'était pour lutter contre la sévérité d'exploitation. Ce n'est qu'après que l'aspect écologique est arrivé, et il est arrivé sous tous ses aspects, c'est-à-dire l'aspect des émissions CO2, l'aspect acoustique, l'aspect des traînées d'eau, et effectivement, et les NOx. Et quand il fallait ensuite retrouver quel pouvait être le bon équilibre entre tout ça, ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit à l'équilibre. On a des voies de progrès, elles ne compensent pas tout. Alors ça, je le reconnais, elles ne compensent pas tout. Mais sur le carburant, plus de 1% par an depuis 50 ans sur le long courrier. Relativement à l'étal sur le moyen courrier, sauf la dernière génération, Neo et Max, avec les 15%.
Au niveau du long courrier, je pense que les efforts qui ont été faits, aussi bien par Boeing que par Airbus, c'est d'arriver à combiner les efforts à la fois sur la motorisation, à la fois sur les masses des avions et sur l'aéro des avions. C'est-à-dire que c'est la fameuse équation de Breguet où on a joué sur les trois et où on ne cesse d'améliorer. Et il y a encore des progrès à faire dans ce secteur-là. Maintenant, quand on reprend l'H2O et les traînées, c'est assez intéressant de voir que dans le temps, on parlait de traînées de condensation et les condensation trails sont devenus chemical trails, c'est-à-dire qu'on a associé à l'eau, on y a associé le CO2 et les NOx. Et là où on se prend les pieds dans le tapis de temps en temps, c'est que plus le moteur était performant et plus le degré stéchiométrique dans les chambres de combustion était atteint et plus on produisait de NOx. Donc il fallait retrouver un rééquilibre entre les NOx, le CO2, le CO et l'eau. Et tous les efforts continuent de porter là-dessus. Alors ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on est passé de l'hélice au réacteur, on revient à l'hélice quelque part, parce qu'avec les moteurs à très grand taux de dilution, la partie chaude est de plus en plus faible par rapport à l'énergie propulsive froide. Merci beaucoup. Donc, on vient de voir une première séquence sur l'offre de transport qui s'est fait dans une longue période de croissance extrême du transport aérien, du trafic notamment, avec une croissance de la sécurité et une décarbonation latente et qui doit aujourd'hui être amplifiée. Alors aujourd'hui, on va, dans cette deuxième séquence, évoquer la question de la demande de la mobilité, de la demande sociale. Donc, Marc, en termes de tendance sur le long courrier en particulier, sur ces tendances de la demande de mobilité, notamment au niveau de l'international, que se passe-t-il ? Bonjour à tous. Quelques mots effectivement sur ce qu'on semble pouvoir aujourd'hui tirer comme conclusion, comme enseignement de cette crise qui a quand même été, tout le monde l'a dit, extrêmement forte, très dense, faite de stop and go permanent. On en est au 4e. Bon, tout le monde connaît ça. Mais nous, je représente Air Caraïbes et French Bee, donc des compagnies long courrier qui desservent essentiellement l'outre-mer et des destinations touristiques. On faisait avant la crise, donc 2019, environ 2 millions de passagers par an. Et on a essayé de tirer des enseignements de ce qu'on a vu. Première chose, dès que les conditions sanitaires, dès que la communication est claire, le trafic revient très vite. Immédiatement, pour toutes les clientèles familiales, affinitaires, les jeunes, les grands-parents, ça revient très vite. L'écologie, on n'en entend pas parler. Je suis désolé, je dirais après ce que je pense de l'écologie, de notre responsabilité en tant que transporteur, y compris à titre personnel, mais mes clients, ils m'en parlent pas. Aujourd'hui, on est le mi-octobre. Pour le mois de novembre, la Guadeloupe, qui a été un des départements les plus frappés, demande de trafic pour le mois de novembre, dans 15 jours, c'est supérieur à novembre 2019, qui est considéré comme une très grande année pour le transport aérien. Ça, c'est cette réalité. Deuxième analyse plus fine, j'ai parlé donc de ces clientèles qui revenaient très vite, les clientèles touristiques. Elles reviennent aussi rapidement, mais il leur faut une temps de latence d'environ 2 mois. Au bout de 2 mois, les gens reviennent sur les destinations qui leur sont chères, sympathiques, où ils ont des raisons de se sentir bien. Et il n'y a pas là non plus de frein constaté. Troisième catégorie de clientèle qui, elle, est en frein, indiscutablement. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, clientèle affaires, clientèle administrative. Là, il y a un frein parce que, non pas, les gens ne mettent pas en avance la responsabilité environnementale, mais ils mettent en avant la réduction des frais de déplacement, les assurances, le comportement des managers authentiques et, bien entendu, tous ces problèmes liés à l'essor indiscutable des moyens de communication, visioconférences et autres. Donc voilà comment ça se comporte. Et donc, on reviendra tout à l'heure, je pense, sur le problème du transport aérien, de l'écologie et de sa responsabilité environnementale. Mais force est de constater, alors je vous ai écouté, j'ai eu beaucoup de respect pour vous, je ne suis pas d'accord avec vous, bien entendu, pour toutes d'autres raisons, mais ce n'est pas une demande qui vient des clients aujourd'hui. Des clients qui fréquentent des lignes long courrier à destination familiale, touristique ou affaires. Justement, sur la question de la demande sociale, en termes de continuité de service et de complémentarité des dessertes, Pierre, qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Moi, je regarde sur l'aspect économique global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde l'intermodalité ou la complémentarité du moyen courrier et du long courrier, il faut être conscient, c'est que quelque part, le moyen courrier, le court courrier, est subventionné par l'activité du long courrier et par l'activité affaires du long courrier. Donc, il y a un effet synergique entre les activités point à point, point hub, national ou domestique et international, l'un supportant l'autre. Et l'un ne peut pas se passer de l'autre. Autre élément, l'intermodalité a aussi un autre avantage qui n'est pas toujours perçu, ce qu'on appelle dans notre jargon l'origine-destination. C'est, je donne un exemple rapide, un passager qui veut aller de Nice à Chicago paiera moins cher en passant par Paris que celui qui fera uniquement Paris-Chicago. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de compétition entre Paris et Chicago, alors que pour le passager de Nice à Chicago, il peut passer par Zurich, Francfort, Londres, etc. Et donc, il va payer moins cher pour faire Nice-Chicago qu'il n'aurait fait Paris-Chicago. Donc, quelque part, on a un modèle économique qui est d'une grande complexité et on ne peut pas ignorer dans l'intermodalité l'apport de chacun des secteurs. Merci beaucoup. Laurent, il y a une demande sociale de transport aérien. Donc, vous évoquez les questions de régulation par rapport à certains critères de type environnementaux, sociétaux. Et vous avez des choses à dire sur ce que vous appelez l'imaginaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en peu de temps? Rebelote, là vous posez des questions très lourdes. Moi j'aimerais bien discuter tout un dîner avec vous. Hein. Parce que bon, sur l'histoire, je pense qu'il n'y a pas débat. Après l'interprétation, et je suis d'accord avec ce que vous dites, la demande effectivement elle-même n'est pas forcément très encline à vouloir de l'écologie. La demande aujourd'hui, c'est l'ensemble de la planète qui a problème et qui demande quelque chose. Voilà. Si vous demandez à un possesseur de gros SUV dans une ville, lui, limite, il s'en fout certainement de la consommation de carburant. Voilà. Alors, donc première chose sur les usages. On a parlé des usages actuels. Les usages historiques, ça a beaucoup changé quand dans l'aviation. Historique en deux phrases. Hein. L'historique de l'aviation, en termes de demande et d'usage, c'était d'abord du sport. C'était une discipline sportive avant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, évidemment, c'était une discipline militaire. Dans l'entre-deux-guerres, c'était très subventionné, en fait, parce que les États voulaient garder un peu le leadership du progrès technique au cas où il y a une autre guerre qui se redéclenche. Et donc, on a développé un peu à marche forcée dans l'entre-deux-guerres, à la fois le trafic passager, très subventionné, le courrier, la découverte de contrées lointaines, et la photographie aérienne. Ça, c'est dans l'entre-deux-guerres, c'était ces usages-là. Deuxième guerre mondiale, rebelote, c'est évidemment l'usage militaire qui prime. Et puis à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'abord l'usage de notables. L'avion est très cher dans les années 50, donc c'est des dignitaires, des notables qui circulent. Et puis petit à petit, avec la baisse des coûts, on est arrivé à ce qu'aujourd'hui, ça soit le loisir, en fait, vous êtes un digne représentant, c'est le loisir qui est aujourd'hui le premier vecteur du trafic passager. Donc ça, c'est pour les usages. En termes de régulation, effectivement, même si la demande est forte, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que l'histoire a montré que les impacts, malgré les progrès techniques, je suis tout à fait le premier à dire qu'il faut continuer à travailler sur tout ce que vous avez dit, ne suffiront pas eux seuls, si on regarde l'histoire, pour baisser l'impact environnemental. Donc moi, ce que je prône, c'est une régulation notamment du parc. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur la propriété foncière depuis le Moyen-Âge, surtout au XIXe siècle. On a mis en place les cadastres. Et en fait, ce que je pense, c'est que sur l'aérien et aussi sur le transport routier, navire, etc., mettre en place une propriété foncière mobile qui stabiliserait le parc. Voilà, l'idée, c'est que le progrès technique permette de baisser les impacts avec un parc stabilisé, sous-entendu, une compagnie aérienne ne peut croître en nombre d'avions que si elle achète des droits à une autre qui décroît. Donc à ce moment-là, on aurait une stabilité du parc et un renouvellement des avions avec le progrès technique. En plus de ça, on a parlé des moteurs à grande dilution et je pense que c'est le vrai sujet, beaucoup plus que l'hydrogène, de faire aujourd'hui des avions qui volent avec des turbopropulseurs qui volent moins haut et moins vite. Alors évidemment, c'est pas Airbus tout seul de prendre cette décision dans son coin, il va se tirer une balle dans le pied, mais c'est au même titre qu'en 1973-74, vous le savez, on a mis des panneaux sur les routes en limitant la vitesse des voitures à 120, 130, 140. À l'époque. Là, aujourd'hui, il faudrait que les nouveaux avions, à mon avis, on les limite à 600 à l'heure et à 7000 mètres pour éviter les traînées de condensation notamment, et en volant moins vite, certes dans un air plus dense, consommer moins. Et enfin, la dernière chose, c'est la taxation kérosène. Si on bloque l'offre, la demande, comme vous avez dit, il y a une grosse pression, donc les prix naturellement augmenteront et la taxe kérosène sera là pour récupérer en fait la manne financière de prix qui naturellement, logiquement, devrait fortement augmenter. Voilà, donc en fait, moi,
Ce que je propose, c'est ça. Et enfin, dernier point sur l'imaginaire, et j'en termine. L'imaginaire, l'avion s'est nourri d'un imaginaire de vitesse depuis le début. Depuis ses débuts. Aujourd'hui, il y a véritablement une guerre des imaginaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez ce qui s'est passé avec le tourisme spatial il y a moins d'un mois, où vous avez quelqu'un qui s'affiche comme étant milliardaire, qui du coup peut se permettre d'aller faire un tour dans l'espace et surtout d'emmener avec lui la femme américaine moyenne, en l'occurrence c'était une dame, pour dire en fait le rêve américain d'aujourd'hui, c'est de faire un tour dans l'espace à 26 000 km/h, avec un impact environnemental juste de ce trajet qui correspond à toute une vie du milliard d'habitants les plus pauvres de la planète. Donc il y a quand même un côté qui est extrêmement préoccupant sur cet imaginaire. J'ai de l'argent, donc je vais aller le plus vite possible dans mes loisirs. Voilà. Et s'oppose cet imaginaire. Je vous invite à revoir Le Cornio, à revoir la scène entre Bourvil et De Funès juste après l'accident de la 2 chevaux. Écoutez la discussion. Là, vous allez voir ce que c'est l'imaginaire entre quelqu'un qui part en vacances en prenant son temps et l'autre qui lui dit « je vous offre un billet d'avion ». À qui il se fait rétorquer, mais je ne suis pas pressé, moi, monsieur, à une époque, en fait, où le trajet faisait partie du voyage. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut plus d'avion, mais il faut se réinterroger sur la vitesse et ses conséquences. Merci beaucoup, Laurent. Donc, Marie, que voit la femme politique dans les rêves des populations, en termes de demande sociale, de transport et d'imaginaire sur la mobilité? La femme politique, elle est un habitant comme les autres. Et dans les habitants, il n'y a pas que ceux qui vont prendre l'avion. Il y a aussi ceux qui vivent, qui rêvent et qui ont une histoire avec l'avion. Ici, on est dans une agglomération, dans une terre d'aviation. Et pour revenir à l'histoire, elle date d'il y a très longtemps. On a fêté en 2010 le centenaire de l'aéronautique à Mérignac. Quand je dis Mérignac, c'est au-delà, c'est toute la région. Donc la femme politique, elle rencontre des gens, et elle est elle-même parmi ces gens qui sont un peu schizophrènes. Mais c'est normal, on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'on veut prendre l'avion, on veut partir. Les gens disent, on a le droit de partir aujourd'hui, et pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de partir en vacances? Ce sont des échanges que l'on a au sein du conseil de surveillance. Les choix, d'ailleurs, sont faits par les politiques et puis par les membres du conseil de surveillance, les actionnaires, sur ces sujets-là. Le low cost, pas le low cost, tel type d'avion, gros porteur, pas gros porteur, qu'est-ce qu'on offre à la population? Donc, la population, ce qu'elle veut, c'est aller vite, aller loin, avoir droit au loisir, c'est vrai. Et en même temps, elle se dit... Oui, mais tout ça, c'est pas neutre. Elle a toutes ces réflexions qui la traversent. Les gens ont ces réflexions qui les traversent. D'où la question des vols de nuit, c'est un vrai sujet. La question des vols de nuit, elle est à la fois... les habitants, ils sont à la fois fiers de cette histoire, très fiers même de cette histoire, et c'est même une passion entre eux et un rêve, je continue à le dire. Et en même temps, ils ont tout à fait la conscience, des nuisances, des nuisances pour eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de la planète. Alors c'est vrai que quand on prend un billet d'avion, on ne va pas se dire combien j'ai... Vous savez, on a des espèces de petits moteurs maintenant qui vous comparent le train, l'avion, vous êtes très vertueux, pas vertueux, on vous culpabilise ou pas d'ailleurs. Et bon, on voit des choses quand même assez étonnantes. La population, elle, ce qu'elle attend, c'est... Elle se dit, moi j'ai droit à ça, je veux pouvoir partir... pourquoi moi je n'aurais pas le droit de partir loin? Et pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller là? Donc il y a cette demande sociale d'équité aussi, d'accès à d'autres espaces. Elle a aussi, donc ça nous renvoie à la question des tarifs, etc. Ça nous renvoie à la question de comment je me déplace. L'avion n'étant qu'un mode de déplacement, hein, il y a beaucoup, on est ici dans, et Stéphane Delpera, le vice-président, en a parlé tout à l'heure, sur une agglomération où l'intermodalité est un sujet, comme beaucoup, hein, mais où les déplacements sont un sujet sensible, donc elle a ses préoccupations, et puis elle a toutes ses préoccupations de son quotidien, quand on est survolé, et qu'on a un avion toutes les minutes, on ne vit pas le rapport à l'aéroport, si on le sait, de la même façon que quand on n'est pas du tout impacté. Mais en même temps, je pense que le politique, mais sûrement on y reviendra, a aussi un rôle à jouer là-dedans, de régulation. Alors justement, Max Armanet évoquait tout à l'heure la question de la civilisation. Et donc se pose la question avec les problématiques de mobilité, la question du rôle de l'aéroport dans la cité, dans l'urbain. Et donc, Simon, quel est le nouveau rôle de l'aéroport, en quelque sorte? Comment vous voyez ça par rapport à ce qui se passe, justement?
Il est clair que déjà le sujet de la transition écologique va être un sujet pour nous, puisque ça a pu m'arriver aussi en tant qu'exploitant aéroportuaire d'avoir un argument qui est, et on a tous entendu ce type d'argument, qui est de dire l'aéroport était là avant, l'urbanisation est apparue ensuite, donc venez pas nous chercher, quoi, en clair. Je pense que cet argument il fonctionne plus. Il faut comprendre que parfois les aéroports peuvent générer des nuisances. Il faut le comprendre. On a besoin de travailler, on a besoin de développer nos infrastructures, mais je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'on a besoin de travailler l'acceptabilité de nos sites. Et donc c'est ce qu'on s'attelle à faire, donc avoir des instances sur lesquelles on communique, on explique. On n'avance jamais mieux qu'en expliquant ce qu'est le travail de l'aéroport, qui y travaille, pourquoi, ce qu'on génère en termes d'impact économique pour le territoire. Donc on a besoin de travailler notre acceptabilité. C'est pour ça que lorsqu'on conçoit des infrastructures maintenant, on a inauguré dernièrement un nouveau bâtiment qui est un bâtiment qui améliore notre qualité de service pour les passagers, mais qui est aussi HQE, donc qui permet de réduire tous nos impacts environnementaux. On sait qu'on va vivre dans ce monde de transition écologique. Nous, exploitants aéroportuaires, on a conscience qu'il y a une crise écologique, qu'on soit à 2%, à 6% ou à 15%, il y a une crise écologique en ce moment. Donc, je pense que le sujet, il faut le traiter et qu'on va tous avoir à le traiter quoi qu'il arrive. Donc voilà, être dans l'action et travailler l'acceptabilité de l'aéroport, c'est vraiment ce qui nous occupe aujourd'hui. Dans des sujets plus pompeux mais extrêmement importants pour un paquet de chefs d'entreprise qui sont ici aussi, c'est pouvoir avoir des certifications qui montrent un peu la bonne volonté sur ce domaine-là, être 14001. C'est important de montrer qu'il y a du concret et qu'on n'est plus uniquement dans le littéraire sur ces sujets-là. Ce qui n'est pas évident quand on vient d'un monde technique, un monde d'ingénieurs, mais voilà, montrer qu'on fait des choses concrètes. Ensuite, le sujet de l'aéroport de demain, l'aéroport dans la cité. À l'aéroport, ce qui nous importe, c'est la qualité de service. C'est avoir un aéroport qui travaille son expérience passager. Faire en sorte que quand on vient prendre un avion, que ce soit d'ailleurs des compagnies low cost ou des compagnies plus traditionnelles, il y a eu beaucoup de débats aussi sur est-ce qu'il est normal d'accueillir des compagnies low cost aujourd'hui. Bon, il se trouve que les compagnies low cost, lorsqu'on était au creux de la vague, c'est elles qui ont répondu présent, c'est elles qui ont fait en sorte qu'il y ait des vols, c'est elles qui ont fait en sorte qu'on puisse aussi avoir des lignes et pouvoir remplir des avions cet été. Donc on peut avoir beaucoup de griefs, mais en tout cas c'est ce qui a fait travailler notamment l'aéroport sur cette saison estivale. Donc on veut travailler notre qualité de service et c'est pour ça qu'on a lancé des chantiers notamment d'accueil des passagers, de travail de nos boutiques pour avoir des boutiques lorsqu'on a passé la sûreté, lorsqu'on attend son avion, etc. Donc on a besoin d'améliorer notre qualité de service. Qualité de service aussi aux compagnies aériennes, les demandes évoluent à travers le temps. Donc aujourd'hui, quand on conçoit des infrastructures, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir des salles d'embarquement qui soient travaillées d'une certaine façon, pouvoir avoir du pré-boarding, pouvoir avoir ce genre de service. Donc l'infrastructure doit évoluer et c'est notre rôle aussi de faire en sorte que cette infrastructure s'adapte aux nouvelles demandes. Et ensuite, un sujet qui est particulièrement important à l'aéroport de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est la connexion au territoire. Alors, à l'aéroport de Bordeaux et dans d'autres aéroports, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qu'il faut véritablement travailler là aussi. C'est l'aéroport connecté. Il va y avoir le tram qui va être connecté fin 2022, début 2023 à l'aéroport. Donc ça va être un argument important pour l'aéroport parce que c'est véritablement travailler la multimodalité, se connecter au tram, pouvoir venir en vélo à l'aéroport parce qu'il n'y a pas des gens avec une énorme valise qui viennent à l'aéroport, il y a des gens qui viennent y travailler. Donc comment on se connecte avec ces fameux modes dits doux à la ville, comment on vient en véhicule léger et on évite d'être dans des bouchons pendant 1 heure, comment on vient en transport en commun, comment on vient en bus, etc. Donc beaucoup de sujets de connexion à la ville qu'on souhaite travailler. Et puis, je le disais, sujet important, c'est l'aéroport. Finalement, est-ce qu'on peut y venir pour faire autre chose que prendre un avion? Moi, j'en suis convaincu. Donc, c'est aussi ce qu'on souhaite travailler à l'aéroport de Bordeaux, c'est-à-dire, est-ce qu'on vient pour faire autre chose que monter dans son avion? Est-ce qu'on peut venir manger au restaurant? Ça, c'est vieux comme le monde. On a toujours été manger un morceau dans les aéroports. Je pense que c'est des sujets qu'il faut remettre au goût du jour. Y trouver des services, des boutiques qui peuvent nous intéresser. C'est notamment ce qu'on a vécu dans
dans les gares SNCF, avec des modifications des gares et le fait qu'elles soient davantage tournées vers l'humain, pas seulement vers le passager, vers le voyageur. Voilà, donc c'est ce qu'on veut faire à l'aéroport de Bordeaux, un aéroport connecté à son territoire et pas uniquement dédié au volume de trafic et à tout ce qui aujourd'hui subit finalement cette crise d'image. L'aéroport, il est utile sur un territoire dynamique comme celui sur lequel on évolue aujourd'hui. Merci beaucoup. Marc Rocher, sur ces attentes sociétales, sur ces changements un peu de civilisation, on ne sait pas ce qui nous arrive demain. En tant qu'opérateur aérien, mais aussi en tant que citoyen, vous voyez les choses évoluer de quelle façon? Si on fait un peu de prospective. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, personnellement, je ne suis pas pour des mesures qui, finalement, iraient à l'encontre de l'envie de voyager de la plupart, pour pas dire de la totalité de nos concitoyens. Premier point. Deuxième point, pour reprendre un sujet qui a été évoqué, je suis contre l'écologie punitive. Taxer le pétrole, taxer le kérosène, taxer l'avion, c'est faire du transport aérien pour les riches. Moi, je suis pour faire du transport aérien pour tout le monde, et pas que pour les riches. Ça ne nous enlève absolument rien à notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de la demande de cette clientèle. Premier point, je séparerai des cas particuliers qui sont ceux des aéroports de l'outre-mer. L'outre-mer a besoin de transport aérien, ne vit que par le transport aérien et en a besoin encore plus demain. Donc il y a de nombreux exemples. En Martinique, il y a des gens qui travaillent sur un autre encore aéroport. Ils en ont un, ça leur suffit pas. À La Réunion, il y en a deux, il y en a un à Saint-Pierre. Ils veulent qu'une chose, c'est que les gros porteurs puissent aussi aller à Saint-Pierre. Donc cette demande, elle est un petit peu spécifique parce qu'il y a cette notion d'isolement liée au statut d'île, qu'elles sont d'ailleurs proches, c'est un peu aussi le cas en Corse, ou lointaines de la métropole. Alors après, il y a l'autre cas qui rejoint un peu celui de Bordeaux, qui est celui que je connais le mieux, qui est Orly. Et là, je reviens à notre responsabilité qui est celle d'assumer effectivement de façon claire et déterminée le traitement de ce problème de l'environnement, de ne pas le laisser dériver. Et la première chose, au-delà de ne pas tomber dans les schémas classiques, la médiatisation à outrance, le langage souvent démagogique, y compris de nos politiques, il y a celui de la cohérence des mesures que nous prenons. Et Orly est l'exemple même de quelque chose qui n'est pas cohérent. Si vous passez par Orly aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des travaux partout. Donc on a investi massivement, Aéroport de Paris a investi massivement sur Orly, mais on est en train en même temps de dire bon, il faudrait quand même limiter son activité. Je suis contre ça et je m'en expliquerai pourquoi très rapidement. Deuxièmement, on y construit, c'est très bien, des lignes RER, des lignes automatiques de métro et on prévoit même une connexion Barreau-TGV. Pour ceux qui ne le savent pas, Orly Ouest, tout le monde connaît Orly Ouest, alors ça a changé de nom, maintenant c'est Orly 1 et 2. Orly Ouest a été construit sur une gare. Ils ont d'abord fait le trou, ils ont enterré la gare et après on a construit l'aérogare de dessus. Le problème c'est que la gare en dessous enterrée, elle n'a jamais servi. Incohérence, décision d'investissement très lourde déjà à l'époque, on est en 1971, et cette gare elle n'a jamais servi. Alors aujourd'hui on ramène le train, on ramène le RER, on ramène le métro, c'est très bien, mais je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens qui décident. Et en même temps, ce qu'on nous dit, c'est un aéroport qui est urbain, on nous explique qu'il faut quand même penser à limiter son activité. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Orly, il y a une limitation en slot annuel à 250 000 créneaux annuels. Et je vais vous donner un exemple de ce qu'on est en train de nous raconter. On nous dit de faire décoller un A350 à 10h du matin, c'est un gros avion, ça fait du bruit. Deux choses, l'A350 c'est probablement un des avions les plus silencieux qui soit, c'est le dernier né de la technologie Airbus. Bon, Boeing a quelque chose d'équivalent. C'est un avion qui, en bruit cumulé, fait très peu de nuisances. Et à 10h du matin, il dérange pas beaucoup de gens. Ça consomme un slot. Mais le matin à 6h30, quand on pousse des entreprises, dont je ne citerai pas le nom, mais il y en a qui vont les reconnaître, dites low cost françaises, à se développer massivement et à faire décoller
à partir de son hub d'Orly, une trentaine d'avions à 6h30 qui sont des Boeing 737 qui ont déjà 25 ans de technologie, ça consomme un slot aussi. Expliquez-moi la cohérence de tout ça. C'est pas effectivement comme ça qu'on se fera accepter par les populations. Alors, je reste convaincu qu'il faut qu'Orly soit un aéroport harmonieux. Je défends ma position, ça, je suis clair, je suis opérateur d'Orly. Je pense que c'est un aéroport important pour l'économie française. C'est l'aéroport de la France. CDG, c'est l'aéroport du monde. Orly, c'est l'aéroport de la France. Je fais partie, je ne suis pas opérateur moyen courrier, je suis concurrent d'Air France. Je fais partie des gens qui trouvent irrationnelle la mesure qui a été prise d'interdire l'avion entre Paris et Bordeaux. Ça n'a pas de sens. Et je suis même convaincu que le jour venu, le bilan global du trafic aérien entre Paris et Bordeaux, avec des avions modernes, performants, le bilan global du train, parce que le train, on oublie quand même qu'il faut le propulser, qu'il faut investir une ligne, qu'il faut donc investir dans des travaux qui, là aussi, ont un impact sur l'environnement. Et puis qu'accessoirement, il faut venir le courant d'une centrale dont on ne sait pas où elle est, jusque dans les rails du train. Ça consomme aussi les lignes électriques, mais surtout de la consommation automobile que ça a généré mécaniquement. Je suis convaincu, je ne suis pas un spécialiste, mais que le bilan n'est pas bon. Voilà comment on prend des décisions irrationnelles qui sont à contretemps entre la volonté des politiques qui est de faire plaisir à je ne sais qui, à certains médias probablement, histoire de se faire mousser, et l'analyse cohérente des problèmes. Orly est l'aéroport de la France, il n'a pas besoin d'être un aéroport géant, mais la France a besoin d'Orly. Laurent Castagnède, spécifiquement sur... Je suis trop passionné par rapport à Laurent, mais Laurent me comprend Non. et je le comprends. C'est des passions qui s'expriment, c'est très bien. Laurent, sur le Paris-Orly-Bordeaux. Juste un truc avant sur ce que vous avez dit. Sur la planète, on est 7 à 8 milliards. Si on était 100 millions, j'adhérerais avec vous. C'est-à-dire de dire tout le monde a le droit de prendre l'avion, tout le monde a le droit d'avoir sa voiture, tout adulte, etc. Sauf qu'à 7 ou 8 milliards, ça marche pas. Et ça date des années 30. Il faut relire Paul Valéry, il faut relire Antoine de Saint-Exupéry. Ça commence à se limiter, les 7 à 8 milliards. Hein. Donc aujourd'hui, heureusement pour la planète, il y a peu de gens qui prennent l'avion et on ne peut pas faire rêver tout le monde sur la planète en disant tout le monde vous partirez en vacances en avion. 7 à 8 milliards, on est entre les deux. Ouais, on est entre les deux. Donc malheureusement, mais la demande elle est très forte, je suis d'accord. Alors vous m'interpellez parce qu'on en a discuté. Moi, il y a 2 ans, j'ai écrit le fait que c'était contre-productif d'abandonner la navette, simplement pour un fait qui est peut-être pas ce que vous avez dit, mais c'est la même conclusion. C'est le fait que les créneaux aériens avant le Covid de l'aéroport étaient tellement saturés que si on supprimait la navette, on allait ouvrir des liaisons internationales vers Budapest, Rome, etc. Et que du coup, si on regarde le bilan carbone, ça serait contre-productif. Alors ça, c'est pas pour la même raison, mais le résultat, on est d'accord sur le résultat. Alors la boutade, c'est de dire que si on voulait faire du bon bilan carbone, en fait, il faudrait supprimer le train. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait tellement de demandes, il y aurait tellement de demandes pour faire le Paris-Bordeaux de gens, du coup, qui se jetteraient sur l'avion, qu'on serait obligé d'abandonner plein de lignes internationales. Bon, ça, évidemment, c'est une boutade, mais j'ai toujours été partisan de garder un avion le matin, un avion le soir, ou 2 peut-être à discuter, donc de le réduire, de l'augmenter, mais quand même de le taxer un petit peu spécifiquement pour quand même faire comprendre aux gens qui le prennent. Bon, quand même, vous auriez peut-être pu prendre le train, mais certains travaillent dans l'ouest. Les hommes d'affaires auraient payé pour ça. Certes, oui, tout à fait, ça ne les gênerait pas. Et puis, il y a des gens qui travaillent et habitent dans l'ouest de Bordeaux, qui ont des rendez-vous dans le sud de Paris, vous êtes d'accord avec moi, et pour qui prendre le train, c'est beaucoup plus long, en fait, simplement. Ils n'habitent pas au centre, ils n'ont pas rendez-vous à Paris. Voilà. Et puis l'avion, il se pose au milieu de la zone économique dont vous avez parlé, madame, sur toute l'histoire de Mérignac et de son environnement. Pierre, avant de réécouter Marie Récalde, un petit mot sur ce qui vient de se dire. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il vient de dire. L'histoire du passager qui n'a rien à faire de l'écologie, il a quand même entendu le passager que depuis quelques années, ça commence avec la 380, 2 litres 9 au 100, hein, c'est quand même moins qu'une petite voiture. La génération actuelle, le 350 000, il est à 2 litres. 2 litres au 100, 2 litres au 100 sur et Paris. quand on compare l'efficacité cinético-énergétique, c'est-à-dire en prenant en compte la vitesse, l'avion est 200 fois plus efficace que la voiture. Je pense que de temps en temps, il faut savoir le dire aussi. Maintenant, je veux bien multiplier le coefficient par 3 en y mettant le CO2, les effets directs, etc. Bon, derrière tout ça, je pense qu'il y a quand même une chose, parce que là, on évoque tout ce qui touche la région, mais aussi sur les points d'avenir. La crise que l'on vient de traverser, où on n'a pas totalement fini, elle est de 3 natures. Elle a été technologique, et je le dis avec l'affaire du Max, elle a été sanitaire et elle était écologique. On a les 3.
Et les trois ont réveillé tous les acteurs de cette industrie en un délai extrêmement court. Et le résultat, c'est qu'on dispose aujourd'hui d'un catalogue. Je suis incapable de dire ce qui sera retenu dans le catalogue, mais il est aussi indispensable que les constructeurs, les motoristes, et j'en assiste certains, soient capables de nous dire à 10 ou 15 ans de façon fiable pour que les compagnies puissent planifier leurs besoins, ce qui va sortir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un flou, à l'exception du long courrier. Le long courrier est relativement stabilisé parce qu'il est hyper performant à tous égards, mais pas le moyen courrier. Le moyen courrier, tout est à faire. Alors, les attentes de Bordeaux Métropole dans tout ça, les attentes des habitants par rapport à ces débats qui sont des débats nobles, où il y a plein de contradictions, quel est le chemin pour trouver, non pas la solution, mais des solutions de compromis qui permettent de répondre vraiment aux attentes de l'économie, des entreprises, des habitants, de ceux qui prennent l'avion aussi. C'est un numéro d'équilibriste. Et si on avait la solution, c'est la noblesse nous ne serions pas là. Nous y travaillons avec le président. C'est la noblesse du politique. Absolument, avec le président de la métropole. Mais je voudrais revenir sur deux sujets. Un, la navette. Je partage tout à fait ce que vous avez dit. Nous, ici, on est dans un territoire où on ne demandait pas forcément une navette, mais une desserte, en effet. Parce que je n'oublie jamais que, et je l'ai dit en préambule, ce territoire, il est aussi aéronautique. Et ceux qui prennent l'avion, parfois, ils travaillent dans l'aéronautique aussi, ou leur famille. Dans cette agglomération, je vous mets au défi de rencontrer quelqu'un qui, de génération en génération, de près ou de loin, n'a pas quelqu'un qu'il connaît dans sa famille qui a travaillé pour l'aéronautique, civile ou militaire. Et ça non plus, je n'oublie pas l'activité duale, qui est une force pour l'activité aéronautique et en particulier pour notre agglomération et notre métropole. Donc c'est un sujet majeur pour nous, à la fois en termes de développement économique et d'implantation des entreprises. Parce que dans les habitants qui sont là, il y a des gens qui travaillent, il y a des chefs d'entreprise, des entreprises, et pas que les majors. Il y a toute la supply chain, il y a tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans l'aéronautique. On pense bien sûr aux grands groupes, mais on pense aussi à celui qui va travailler en bord de piste à l'aéroport. On pense à tous ces gens qui travaillent autour de l'aéronautique et qui sont demandeurs de cette prise en compte globale des impacts économiques sur notre territoire. Il ne faut pas qu'on tourne le dos à notre histoire. Et nous, ici, on ne veut pas tourner le dos à notre histoire. Et on est même très fiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte un certain nombre de choses. Je reviens sur l'histoire des vols de nuit, par exemple. On est un des seuls territoires où on ne tient que très peu compte des nuisances occasionnées par les vols de nuit. Il y a une étude scientifique très récente qui vient de sortir, qui montre à quel point les impacts sur la santé humaine, y compris et en priorité d'ailleurs psychologique, mais aussi du point de vue cardiovasculaire, du point de vue moins des AVC. Mais bon, cette étude, elle est téléchargeable, elle est publique, elle est tout à fait validée, en tout cas, et normée, montre à quel point les vols de nuit ou la récurrence des vols, le bruit, ont un impact sur ceux qui vivent soit sous, soit à proximité. On ne peut pas le nier, il faut bien en tenir compte. Donc, d'autres aéroports, d'autres secteurs en tiennent compte. Je pense à l'exemple de Bâle-Mulhouse, qui aujourd'hui vient de se mettre d'accord pour, alors c'est peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion, taxer les vols de 22h à 6h du matin. Et dans la journée, avoir des taxations moindres pour les vols de jour. Je ne suis pas une spécialiste du sujet, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution, notamment du point de vue économique, mais en tout cas, il y a des pistes à creuser. Pour revenir sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, non, ce n'est pas une île isolée dans un archipel. Et la preuve, c'est que la métropole, sous la présidence d'Alain Anziani, que je salue, mais aussi sous les présidences précédentes, celle d'Alain Juppé notamment, et je crois, de la part de l'ensemble des élus métropolitains, il y a eu cette volonté de raccorder non seulement l'aéroport, mais tout son hinterland, comme disait un ancien président de la métropole, tout son écosystème au transport collectif. Parce qu'il y a bien cette prise en compte, bien sûr, environnementale nécessaire et indispensable, mais aussi cette attente et ce besoin. Enfin, aujourd'hui, si vous voulez pas rater votre avion, ou si vous voulez aller travailler dans la zone aéroportuaire, dans l'OIM Aéroparc, eh ben, vous avez intérêt de vous y prendre à l'avance. On arrive à des niveaux parisiens où on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Et ça, c'est insoutenable. Tous les jours,
tous les jours, les gens se plaignent. On va arriver à des situations paroxystiques où les gens ne vont plus supporter. Et quand les gens ne supportent plus, les gens, ce sont des salariés, ils vont se tourner vers leur chef d'entreprise, vers nous, le politique, bien sûr, mais aussi vers leur employeur. Et ils vont leur dire, non, nous, on ne vient plus travailler ici. Non, on ne peut plus travailler. Et ces chefs d'entreprise vont venir nous voir en nous disant, non, on ne veut plus travailler ici. Mais pourtant, c'est une terre d'aéronautique. Donc, l'aéroport qui n'est pas une île isolée dans un archipel, oui, mais Simon le sait, on y travaille, on le développe. Bien sûr, au niveau de l'intermodalité et des transports collectifs, c'est quand même songer quand même que dans le secteur dit de l'OIM Aéroparc, c'est-à-dire autour de l'aéroport, pour faire court, sur les communes du Haillan, Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, ce sont 200 millions d'euros investis par la métropole, dont une grande partie par le tramway, certes, mais pas que. Des pistes cyclables, effectivement, un bus à haut niveau de service qui va desservir la zone, des cheminements piétonniers, des plans de déplacement inter-entreprises qui sont travaillés au niveau de la zone aussi, parce que je crois qu'on a une responsabilité et un enjeu collectif de travailler public et privé, entreprises et collectivités et décideurs politiques. Pourquoi pas en inventant des choses nouvelles sur le partage de l'espace, mais aussi le partage des modes de déplacement. On a vraiment un besoin majeur de ce point de vue-là ici, dans cette métropole, et on y travaille. Alors justement, sur ces questions de partage des modes de transport, d'intermodalité, d'alternatives, etc., est-ce qu'il y a là, pour une grande métropole comme Bordeaux Métropole, mais que toutes les autres métropoles sont dans cette dimension-là, comment on fait pour essayer de trouver une régulation qui intègre des critères justement multimodaux et des critères environnementaux, et ça sera le dernier mot, Pierre. Alors, une remarque sur ce qui a été fait à Val-Mulhouse. Je rappelle que quand il y a eu le débat sur Roissy, pour le doublement des pistes, pour passer de 2 à 4 pistes, la compensation sur la décision de passer de 2 à 4 pistes, c'était que le plafond acoustique après 2000 n'excède pas 80% du bruit qui était produit en 1998. Donc ce système de plafonnement existe aujourd'hui. Quant à la surtaxation acoustique des vols dans les plages sensibles, existe aujourd'hui. Donc ce système existe. Bien, merci à tous les intervenants pour cette magnifique table ronde. Je passe la parole à Max Armanet sur la conclusion générale sur la thématique de innovation et territoire.